Eh ben, salut à tous! Ça fait un petit moment. Je vais revenir sur les sanctions économiques. On va payer le prix. On va payer le prix en Europe, puisque le gaz va exploser, le pétrole explose aussi, mais ça, c'était pas spécialement lié à la Russie. Le blé, les ingrédients, les engrais au niveau de l'agriculture explosent, puisque le phosphate semblait principalement produit en Ukraine. Je savais pas. On apprend toujours des choses. Tout ça va être quand même. Je suis perplexe. Alors, le but de cet ensemble, c'est évidemment de sanctionner Poutine. Et là, je vous ferai le parallèle avec le Canada. Et je trouve ça intéressant de voir que la Russie a été sanctionnée comme si c'était un camionneur du Canada. Les camionneurs du Canada, je vous rappelle, on a saisi leurs camions et on les vend aux enchères. C'est-à-dire que votre camion, qui est votre outil de travail, puisque là-bas ils sont à leur compte, votre camion à 200 000 dollars, c'est comme si vous achetiez un restaurant à 200 000 ou une licence de taxi ou quelque chose comme ça. Là-bas, c'était leur camion qui était leur outil de travail. On les saisit et on les vend aux enchères. Leurs comptes bancaires pro et perso sont bloqués. Et il était même question de saisir leur maison. Leurs assurances sont bloquées, ils n'ont plus le droit de s'assurer. À un moment, il était aussi question de leur enlever le permis de conduire. Évidemment, ça se repasse assez facilement. Enfin, vraiment, on est dans un délire total au Canada. Donc, tout ce qui se passe en Ukraine, il faut pas occulter que derrière ce qu'on combat, c'est toujours la même chose, c'est l'émergence d'un monde tout technologique et totalitaire. Alors cette idée de sanctionner, c'est assez intéressant, puisqu'il sanctionne la Russie comme un seul homme, c'est drôle, c'est original. Et en même temps, il y a une vraie volonté de vouloir la tête à Poutine, et je me demande si... on voit que Poutine a envoyé le groupe Wagner, 400 mercenaires, pour attraper la tête à Zelensky. Ça peut lui jouer des tours en sens inverse. Je pense qu'en Occident, sa tête va être mise à prix, malheureusement. C'est intéressant d'ailleurs de voir la tactique qu'utilisent les puissants d'Occident, puisque à défaut de pouvoir faire une confrontation de guerre, en tout cas dans l'immédiat, avec la Russie, ils font une guerre interne. C'est-à-dire qu'ils utilisent tous les milliardaires et bientôt le peuple russe pour se retourner contre Poutine et pour que le bouchon de champagne saute, comme d'habitude. Et là, c'est quand même pas rien, puisqu'on nous parle d'un yacht qui a été saisi à Monaco, en tout cas bloqué, mais a priori saisi, à Monaco. Donc ça envoie quand même aussi des signaux, tout ce qui se passe, à des gens puissants dans le monde entier. Donc on a des yachts saisis à Monaco, un yacht qui a été saisi, euh, j'ai oublié le nom, c'était pas Saint-Tropez, je ne sais plus, c'est une autre ville du sud. Un yacht qui était en réfection, qui appartenait à un ancien ministre de mémoire à Poutine. On a l'appartement à Biarritz je crois, 250 mètres carrés de l'ex-femme à Poutine qui est bloqué, qui a été saisi, avec les adresses qui sont rendues publiques pour que les gens aillent manifester et foutent la merde en bas. Enfin, voilà, on est vraiment dans un délire complet. Et face à ça, on a aussi... c'est violent. On a des sociétés comme Gazprom ou Lukoil, donc le gaz et le pétrole, qui étaient cotés, allez, entre 90 et 100 pour Lukoil et Gazprom. Gazprom qui était proche entre 9 et 10. Tous les deux sont tombés quasiment à zéro. Je crois qu'il y a eu des rebonds. Je crois que tous les deux ont tapé zéro. Ça me rappelle l'époque où il y avait du pétrole à prix négatif, parce que j'avais cru que l'ordinateur buguait. Tous les deux ont rebondi, ils sont dans les 0, quelque chose, 0,50 à peu près tous les deux. Donc là, on sait que Lukoil, vous imaginez que c'est comme Total, c'est quand même une société qui a une infrastructure, qui a un savoir-faire, qui a des bureaux, qui a des pipelines, qui a les raffineries, ils ont vraiment quand même beaucoup de choses. Lukoil est au minimum estimé entre 40 et 50 dollars l'action. Et ici, on nous parle d'une action qui a 0,50. C'est-à-dire que, alors dans l'idée, mais c'est pas la réalité du marché, on pourrait acheter Lukoil à 0,50 et faire x100. Alors là, vous dépassez tous les bitcoins. x100 minimum de valeur pour des sociétés comme Lukoil et comme Gazprom. C'est vraiment hallucinant.
Et on ne peut de toute façon plus rentrer sur le marché, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus acheter des actions ni faire quoi que ce soit. La violence est vraiment hallucinante contre les marchés russes. Donc je comprends la déclaration de Medvedev quand il dit à Bruno Le Maire, le petit fonctionnaire qui aurait peur dès qu'on hausse la voix en face à face. Je comprends Medvedev quand il dit attention, si les guerres économiques précèdent les guerres militaires. Parce que si vous vous amusez en fait tout simplement à ruiner complètement la Russie, il ne va pas y avoir d'autre choix à un moment que de faire la guerre. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas résilients, qu'ils ne sont pas solides, ils ont absolument tout ce qu'il faut. Ils ont le gaz, ils ont le pétrole, ils ont le céréal, ils ont besoin de rien, ils ont un stock d'or gigantesque, ils ont besoin de rien. Donc là-dessus, pas de souci. Mais on arrive à un stade où enfin, les pressions sont gigantesques. Alors, ça peut péter de la même manière en Europe, puisqu'en fait, on se tire aussi une balle dans le pied en s'amusant à ces sanctions. Ils le savent, ils l'ont dit en Europe, même en Allemagne. Mais ici, il est quand même question de faire pression sur tout l'entourage des oligarques, puisqu'on sait que comme certains pays, je ne vais pas refaire l'histoire, la chute de l'URSS, évidemment, ceux qui étaient proches du pouvoir ont récupéré toutes les sociétés à bas coût, un peu comme cette histoire de 0,50. Ils ont récupéré les sociétés à bas coût, ils sont devenus milliardaires comme ça, et c'est la poignée d'oligarques finalement qui s'en est suivie. De là, Poutine qui sortait du KGB, qui était quand même, qui a réussi à se propulser au pouvoir en ayant la confiance à l'époque je ne voudrais pas dire de bêtises, de Elstine. En gagnant cette confiance, il avait pu se rapprocher du pouvoir. Et on sait qu'il ne ménage pas les oligarques, puisqu'il avait déjà menacé l'un d'eux de le mettre en tôle, et il n'hésite pas à faire du ménage en Russie, au niveau des oligarques. Cela étant, on sait que notamment la Révolution française, et tout le temps à travers l'histoire, ce sont les personnes puissantes qui font le pouvoir politique. Il est tout à fait probable que quand vous avez un ou deux oligarques qui vous fait chier, vous pouvez le foutre en tôle et vous amuser avec. Et si vous commencez à voir tous les milliardaires et même certainement les gros millionnaires russes qui commencent à regarder du côté du Kremlin et à s'exciter, ça commence quand même à devenir tendu. Je vois bien ce qui se passe, c'est aisé de comprendre qu'il y a une guerre intérieure sur la Russie, puisqu'ils n'osent pas à ce stade faire une guerre extérieure. Donc les sanctions économiques sont destinées à faire pression pour que Poutine saute. On bloque leur compte à l'étranger, leur appartement, leur yacht, et on bloque le compte bancaire de la banque centrale russe, c'est-à-dire le compte personnel de la Russie, quelque part, en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'il y avait un excédent dans les caisses, il y avait du pognon sur le compte bancaire, il y avait, ça devait être 400 milliards. A priori, c'est 600 milliards, je suis en train de regarder en même temps. 600 milliards qui ont été gelés. Donc c'est quand même assez aussi suicidaire. En fait, puisque si vous commencez à bloquer ces comptes, bon, sortir de SWIFT, la Russie, ça faisait un moment qu'elle s'y préparait. Donc, on se retrouve avec deux de ces banques qui ne sont pour l'instant pas sorties, puisqu'elles servent à encaisser l'argent de l'Allemagne au niveau du gaz. Mais là, quand même, si l'Amérique est en train d'expliquer que quand tu détiens, parce que là on parle de dollars, donc c'est pas des liasses de billets, ce sont juste des chiffres sur un ordinateur. Ils ont pas de liasses particulièrement de billets, j'imagine pas. Mais là, quand on t'explique que l'Amérique peut geler n'importe quel avoir de n'importe quel pays du jour au lendemain, en appuyant sur un ordinateur, je pense qu'elle se tire une balle dans le pied. Parce que ça ne fait que dédollariser le monde entier. Ça n'inspire pas confiance ni à la Chine, ni au Japon, ni à personne. Donc, en fait, c'est assez particulier. Je m'inquiète d'un risque qui est en fait beaucoup plus imminent que ce que je pensais d'effondrement des monnaies.
parce que c'est un début de rupture de confiance sur le dollar. Et vice-versa, pourquoi même on irait avoir confiance dans une autre monnaie, comme le yen chinois ou je ne sais quoi, si on nous explique que du jour au lendemain, on peut bloquer n'importe quel avoir de n'importe quel compte, exactement comme un particulier. Donc là, on voit la technologie, l'arme technologique. On le voit mis en œuvre. Et ce Big Brother, il peut être utilisé autant contre un individu que contre un pays entier. Voilà, au niveau international, on va faire un petit retour sur l'aspect canon. Pour une fois, c'est Trump qui nous a dit quelque chose lors d'un meeting au CEPAC. Je crois un meeting conservateur si je me trompe pas, qui expliquait dans les 3 semaines il allait se passer des choses. Donc pour une fois que c'est pas un de ses attachés, j'attends de voir ça curieusement, avec intérêt. On a l'ambassade de Russie à l'ONU qui évoque l'implication de la France et l'Allemagne et de la Pologne. Alors j'avais pas souvenir pour la Pologne. C'était la vidéo de Mac Lindell, vous savez, celui qui produit les oreillers, qui était un des bras droits à Trump, qui avait fait cette vidéo avec le hacking en fait l'élection présidentielle américaine. Et là, vous avez donc un ambassadeur de la Russie à l'ONU qui évoque le vol de la démocratie en Amérique et que le président légitimement élu, en l'occurrence Trump, a été renversé. C'est très récent, il y a eu un tweet passé le 2 mars, donc ça devait être là les jours précédents, peut-être le 1 ou le 2 mars, fin février, début mars, très récent. En ce qui concerne les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, je vous laisserai aussi jeter un œil. Xavier Moreau avait relevé, donc n'hésitez pas, Xavier Moreau, Stratpol, avait relevé quelque chose que j'avais vu passer. C'est vrai que sur le moment, je trouvais ça bizarre, mais j'ai pas trop. Comme quoi, il y a vraiment la légende d'une photo ou d'une image, la voix off, c'est quelque chose de très important. Quand vous regardez la photo des négociations, vous voyez vraiment les 2 drapeaux, Russie, Ukraine. Vous regardez les vêtements et la dégaine des gars en présence. Et je veux dire, tout y est, quoi. Tout y est. Quand Xavier Moreau explique qu'ils ont des gueules de loupards des années 90, on est dedans, quoi. Des gars des quartiers, quoi. Le gars est en train de potentiellement signer un armistice pour éviter la 3e guerre mondiale. Le monde entier le regarde. Et il arrive avec une casquette crocodile, parce qu'il est classe avec sa casquette crocodile. Tu vois, et le jogging, tu vois. C'est quoi ce délire, quoi? Et son acolyte, il y avait une vidéo sur le 2e jour de négociation où son acolyte s'assoit sans même dire bonjour, puis après il se relève parce qu'il avait oublié. Enfin, il y a pas d'éducation, pas de savoir-vivre, tenue vestimentaire déplorable. Enfin, on est dans un délire où on voit que c'est cohérent avec ce que disait Poutine, que les types sont juste des racailles narcotrafiquants, ça vole pas très haut, quoi. Ça se voit au style. Une image vaut 1000 mots, et c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas les commentaires débiles des médias, et que vous regardez juste l'image, les drapeaux, les dégaines, les vêtements, voilà, je crois que tout est dit, quoi. On va pas me chercher l'excuse qu'ils sont en guerre, blablabla. Une casquette, ça s'enlève, hein. À moins d'avoir vraiment un paquet d'ampoules dans la main ou d'être amputé, hein. Une casquette, ça s'enlève. Donc on peut dire que c'est un affront, mais sur la 2e vidéo, on voit bien que un de ses acolytes là, un de ses acolytes s'assoit sans aucune formule de politesse. Enfin, ça arrive à tout le monde, d'accord, chez des amis, etc. Bon, mais là, dans ce cadre-là, il faut pas délirer. Chaque chose pèse énormément. Chaque mot, chaque geste, chaque tenue, c'est quelque chose de sérieux. Là, tu es censé représenter un pays, une armée, des gens qui meurent, le monde entier te regarde, t'évites un conflit planétaire. La dégaine et le style des gars, mais c'est hallucinant, quoi. J'ai jamais vu. En ce qui concerne la supériorité de la Russie sur l'Ukraine, de toute façon, il n'y a pas de commentaires à faire. Évidemment qu'ils sont plus forts. Donc après, nous dire ça se passe bien, ça se passe pas bien, blablabla, c'est pas. Ce qui se passe, c'est que sur le terrain, les civils reçoivent la propagande américaine otanesque, occidentale. Donc évidemment, ils ont l'Est
à leur faveur, mais dès qu'ils arrivent vers le centre, l'ouest, on n'en parle même pas, eh bien, on voit beaucoup de vidéos circuler dans lesquelles les civils s'opposent. C'est-à-dire qu'ils font même des barrages comme à Tiananmen où ils essaient de s'opposer à l'entrée des chars dans les villes. Et là, les militaires russes sont très emmerdés puisque le mot d'ordre ultime, c'est de ne faire aucun blessé ou mort civil. Vraiment aucun. Donc évidemment que la Russie pourrait plier ça en 3 secondes. Hein. Tu veux raser l'Ukraine et t'emmerdes, t'envoies un missile terminé, il n'y a plus d'Ukraine. Mais là, le mot d'ordre de la Russie, c'était vraiment d'avancer le plus vite possible. Et les villes dans lesquelles il risque d'y avoir forcément des combats plus meurtriers, ils encerclaient les villes et ils ne tiraient finalement qu'à la campagne. Vous voyez des hélicos tirer sur des camions, ou enfin des échanges de tirs qui avaient plus lieu à la campagne, ce qui devrait avoir lieu normalement. Mais comme Poutine avait prévenu, en fait, le mouvement Azov, même les militaires ukrainiens, ont tendance à se parquer au milieu des quartiers résidentiels. Quand vous avez des tours d'immeubles, bah, eux, ils se mettent au milieu, dans le jardin commun des tours d'immeubles, et ils installent leur DSA et leurs missiles et ils installent l'équipement ici, c'est assez hallucinant, c'est pas par hasard. A priori, il y a un des grands immeubles d'ailleurs qui était à Kiev, qui avait été touché, qu'on voit souvent dans les médias, qui a été touché par l'armée ukrainienne et non pas par la Russie. Donc voilà, beaucoup de fake news. On peut aussi dire qu'il y a eu 3000 tonnes d'aide alimentaire qui a été fournie par la Russie, que les premiers réfugiés de mémoire avaient été payés, c'est-à-dire que les réfugiés du Donbass qui étaient partis en direction de Rostov-sur-le-Don en Russie, ville très agréable. C'est une ville à laquelle j'envisageais de m'expatrier. Il y a eu des versements d'argent pour pouvoir les nourrir, quoi, pour pouvoir s'en sortir dans les premières semaines par la Russie. C'était les premières infos qui étaient tombées à l'époque de l'entrée dans le Donbass. J'avais dû voir cette information sur RT. Alors évidemment, que dire, RT, Sputnik ont été coupés. Alors, il est de mode d'expliquer qu'on peut prendre des VPN pour effectivement s'informer depuis un pays étranger grâce à un VPN. Ce que je ne savais pas, bon déjà il faut avoir envie de payer un VPN, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. Bon, ce que je ne savais pas, c'est que certains VPN censurent. Donc en fait, il faudra bien aussi choisir son VPN. C'est pas parce que vous en avez un que vous ne vous ferez pas saquer. Et vous pouvez vous retrouver avec un VPN et vous implanter en Turquie ou je ne sais où, et ne pas recevoir pour autant Sputnik et RT parce que le VPN les a bloqués. Donc surprenant, ça voilà. C'est comme Facebook, c'est comme tout le reste, hein, ils prennent ce qui les arrange. Il y a une actualité un petit peu plus ancienne qui était lorsque Macron avait été rejoindre Poutine au Kremlin. On se rappelle de cette table immense qui était évidemment destinée à l'humilier, franchement à se moquer de lui. Parce qu'on m'a parlé d'Orban, d'accord. Bon, en l'occurrence, Orban, on avait quand même des traducteurs qui étaient assis à côté, ce qui quand même réduisait la taille de la table. Je vous dis tout ça de mémoire, vraiment, donc n'hésitez pas à rechercher de nouveau tout ça sur Internet. Là, vous m'écoutez, donc vous êtes certainement déjà sur ordinateur ou sur smartphone. Donc n'hésitez pas. Mais alors voilà, ce qui m'intéressait moi dans cette image, pareil, je l'avais vu, mais comme les médias n'avaient pas relevé, c'est vraiment important, hein, le cerveau a tendance, il voit les choses, mais il percute pas assez vite, quoi. Je l'avais vu, mais je m'étais dit, bon, c'est bizarre, mais je suis passé à autre chose. Et là, quelqu'un m'en a reparlé, j'ai regardé de nouveau, et c'est vrai qu'il y a un truc flagrant. On était en plein dans l'époque de Jean-Michel Trogneux, et quand vous regardez, le traducteur de Macron est un trans. C'est-à-dire que vous avez quand même quelqu'un à côté de lui qui, pour moi, est vraiment un homme. Je vois pas, il n'y a pas de doute. Il faudrait vraiment faire un énorme zoom sur le visage, mais parce que vous allez me dire les cheveux courts, c'est pas suffisant, mais bon, ça me semble être vraiment un homme. Hein. Il semble pas y avoir une poitrine évidente non plus. Et c'est un homme avec une jupe et des talons. Alors regardez de nouveau, essayez de retrouver les images, des arrêts sur images, la vidéo. Vous verrez que
un homme avec des talons et une jupe. Et puis, de toute façon, ce genre de talons, j'ai un sérieux doute que dans ce genre d'échange, ça soit validé. Donc, c'est un peu particulier comme chaussure. On dirait des bottes, ouais, c'est assez particulier. Mais n'hésitez pas à revenir sur cette image, parce que je pense qu'il y avait une vraie humiliation de la part de Poutine à l'égard de Macron. Et je crois pas qu'il s'attendait à ce que ça fasse un flop pareil. C'est-à-dire que l'image de la grande table a été quand même relevée sur les réseaux sociaux. Il se doutait bien, Poutine, que ça ne serait pas forcément relevé par les médias. Maintenant, il appelle ça l'empire du mensonge, l'Occident. Mais je pense qu'il s'attendait à ce qu'il y ait plus de buzz autour du traducteur, et finalement, personne n'a relevé ce détail, ni même dans la complosphère. Et vraiment, quand vous regardez la tronche du traducteur, je trouve que c'est très étrange quand même. C'est très très étrange. Et je pense que c'était destiné à faire un buzz, et ça n'a pas marché malheureusement. Et enfin, pour finir, le meilleur, alors que je visionnais l'ouverture des procès de Rainer Fuellmich, vous savez, autour... oui, parce que le Covid, maintenant, c'est devenu démodé. Je visionnais ça, il y a 3 jours donc, d'entretien. Si je ne me trompe pas, c'est 3 vidéos de 5 heures, jour 1, jour 2, jour 3. Alors, il me semble que c'est sur le jour 1. Ouais, je crois que c'est sur le jour 1, la première journée, la première conférence. Il y a à peu près 5 heures et 5 intervenants, il me semble, ou peut-être 4 intervenants. Et sur les 2-3 premières heures, les 2-3 premiers intervenants, alors là, waouh, chapeau. Fuellmich a fait un truc incroyable, mais là aussi, je crois qu'il s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'on va l'accuser de complotisme. Il a connecté tout ce qui se passe avec la City de Londres. Il a fait venir des personnes sur lesquelles je vais pousser mes recherches, parce que vraiment, ils allaient vraiment dans le sens du premier ouvrage que j'avais écrit et publié il y a peut-être 10 ans maintenant, et qui expliquait très clairement que Babylone, dans l'Apocalypse de la Bible, Babylone, c'est Londres. Et vraiment, c'est impressionnant. Je vous invite à visionner. C'est sur Odyssée, vous retrouverez. Le premier jour d'interrogation des experts à Fuellmich, il commence tout ce procès autour du Covid avec 2 personnes qui parlent de l'histoire de l'Europe et de l'Amérique. Et on fait un détour aussi par le Canada d'ailleurs. Et tout est connecté en permanence à Londres. C'est vraiment c'est bluffant. Donc on est vraiment... voir chez Fuellmich quelque chose qui revenait sur mon premier ouvrage, sur vraiment, pour moi, une des plus grandes découvertes de ma vie. C'était waouh, c'était un moment incroyable pour moi. On le sait depuis 2 siècles, si c'est pas 3 siècles. Napoléon déjà avait fait un énorme blocus continental sur l'Europe pour mettre à terre l'Angleterre. C'était vraiment la Grande Guerre, voilà, Angleterre-France. Il voulait foutre à terre l'Angleterre. Il voulait créer un blocus continental que plus personne ne commerce avec l'Angleterre. C'est pour ça qu'il avait été conquérir toute l'Europe jusqu'en Russie. Et l'Angleterre sait depuis toujours qu'elle va se retrouver isolée et déclassée sur le plan international. S'il y a une coalition entre l'Allemagne notamment et la Russie, la France sera pas loin, on va se retrouver avec un groupe continental européen qui sera puissant, qui dépassera certainement l'Amérique, et parce qu'on aura les ressources et le savoir-faire. On aura l'Amérique de l'autre côté, et l'Angleterre, dans tout ça, ne vaudra plus que dalle, ce sera une île avec rien. Et depuis toujours, le rôle de l'Angleterre a été de faire en sorte, je veux dire, tout le monde vous l'explique, Pierre Hélard aussi vous l'explique, de faire en sorte qu'il y ait un mur de Berlin entre la Russie et l'Europe. Il ne faut surtout pas que la Russie soit copain avec l'Europe. Et on voit toutes les guerres que ça produit, toutes les histoires, mais tous les morts, toute la géopolitique tourne autour de ça depuis 3 siècles.
la Russie ne doit pas s'allier avec l'Europe. C'est vraiment... qu'est-ce qui est derrière? On croit que c'est l'Amérique, mais derrière l'Amérique, il y a l'Angleterre. Parce que l'Angleterre a noyé tout l'Occident, l'Europe et l'Amérique du Nord, principalement, et l'Amérique du Sud, c'est comme en Afrique. Ils mettent quelques types corrompus, et puis voilà, on n'en parle plus, c'est pas des grosses économies. Et puis, ils génèrent une espèce de chaos naturel. Et donc, il y a une volonté vraiment de foutre en l'air cette Russie. Ils n'ont jamais réussi, je pense, à pénétrer profondément dans ce pays. On parle pas de réseau organisé maçonnique, Illuminati en Russie. Enfin, on n'en a jamais entendu parler, quoi. Donc, ils ont jamais vraiment pénétré ce pays. Euh, Poutine y a très vraisemblablement fait un ménage aussi. On reviendra dessus. Puisque à l'époque à la prise de pouvoir par Poutine, il était normalement question de transférer, encore une fois, je reviendrai dessus, parce qu'il faut que j'approfondisse tout ça, de transférer les richesses de la Russie via des sociétés holding, à travers notamment l'Angleterre, évidemment. Et il devait mettre la mainmise sur la Russie, ça a foiré. Il semblerait que Poutine ait court-circuité ce truc-là. Et depuis, ils ont la rage et la guerre recommence sans cesse contre la Russie. Ils ont la rage contre ce pays. Alors, je vais vous dire une autre chose de tête, parce que j'ai pas tout là sous les yeux. C'est tout ce que j'ai fouiné, comme vous, certainement, les 2-3 derniers mois. J'avais revu une citation de Rudolf Steiner. Vous savez à quel point je suis un peu ce qu'il pouvait dire, puisque c'est quand même quelqu'un qui avait prédit l'arrivée d'Internet. C'est assez impressionnant. Qui était beaucoup branché dans l'ésotérique. Alors je ne prends pas tout pour argent comptant, puisque je ne crois pas que c'était vraiment une personne chrétienne, on est d'accord. Donc je ne sais pas dans quel milieu il berçait avec Alice Bailey, probablement Elena Blavatsky et compagnie. Mais il disait que l'avenir du monde dépendrait de la Russie. Et quand vous lisez Le Grand Échiquier de Brzezinski, de même manière, on voit quand même que l'avenir allait beaucoup se jouer autour de l'Ukraine et de la Russie. Vraiment tout le temps, on a l'impression qu'il y a... Je veux pas idéaliser, hein, mais qu'il y a cette espèce de cavalier blanc, qui est peut-être le cavalier blanc de l'Apocalypse, puisqu'on nous dit que le premier cavalier blanc de l'Apocalypse part en vainqueur pour vaincre. Voilà, ça semble être quand même un contre-pouvoir intéressant, la Russie. En ce qui concerne Taïwan et la Chine, alors là je ne savais pas, je crois que c'est une vidéo de Charles Gave, dans laquelle il expliquait quand même que la Chine est en capacité de racheter tout Taïwan. Il suffirait de racheter tous les immeubles et toutes les sociétés. Et puis voilà, il n'y a pas besoin d'attaquer Taïwan, en fait, ils peuvent tout privatiser, tout racheter. C'est comme ça qu'Israël avait fait aussi, hein, partiellement. Hein, c'est qu'ils rachetaient des territoires, ils construisaient des immeubles, et puis voilà, et puis c'était privé, et puis ça pouvait le basculer en public ou en association ou autre. Petit à petit, ils grattaient le territoire comme ça. Donc avec l'argent privé, la Chine pourrait tout à fait devenir quasiment propriétaire de Taïwan. Donc quel intérêt de l'attaquer militairement, à part mettre un chaos, difficile à dire. Toujours à propos de chaos, je ne m'étendrai pas, mais vous comprenez qu'il y a une inquiétude autour d'un cyberhacking, puisqu'on nous disait qu'un des prochains stades, ce serait un cyberhacking mondial, qui permettrait de justifier évidemment un pass numérique. Enfin, pour revenir sur le gaz, et on va terminer là-dessus, on est d'accord que ce n'est pas forcément un problème d'argent, mais bien de pouvoir et de mainmise. Là, on est sur un partage, et c'est un peu ça le gouvernement mondial, on est sur un partage des richesses et des terres et des ressources. Ils sont en train de faire un découpage géopolitique pour savoir qui va se partager quoi. Alors, le découpage russe a l'air quand même plus sympa que le découpage anglo-saxon. Maintenant, est-ce que c'est juste une table des négociations? Je ne sais pas trop, c'est difficile d'y voir clair dans tout ça.
Surtout du côté de la Russie, c'est très opaque de comprendre comment ça se passe. En Occident, on comprend que tout est pipé, on sait bien qu'un président comme Macron ne dirige absolument rien. Alors qu'en Russie, on a quand même l'impression que Poutine dirige. Donc c'est ça qui peut nous être intéressant pour nous, en tant qu'occidental, parce qu'on comprend qu'en Russie, celui qui dit quelque chose, c'est vrai. En France, on sait que celui qui dit quelque chose, il y a quelqu'un d'autre derrière qui se cache dans les coulisses et on essaie de trouver qui. Mais de là à dire que Poutine fait tout, je ne sais pas. Les coulisses de la Russie sont vraiment opaques, on n'arrive pas à comprendre. Donc difficile de se prononcer. En tout cas, en ce qui concerne cette histoire de gaz, il m'avait échappé à l'époque que, en fait, notamment au Moyen-Orient, avec cette histoire de guerre de Syrie, l'Amérique déjà avait foutu le bordel, puisque en fait, elle voulait que un pipeline de gaz remonte depuis les pays américains. Ce que j'appelle les pays américains, c'est le Qatar, enfin tous ces pays noyautés, comment dire, qui travaillent main dans la main avec les pouvoirs occidentaux. Or, les partenaires de la Russie étaient plutôt l'Iran et la Syrie. Et évidemment, le but de ce pipeline de gaz était de remonter jusqu'en Europe. Donc en fait, l'Amérique, en aucun cas, ne voulait qu'un pipeline remonte depuis l'Iran jusqu'en Europe, parce qu'il ne contrôlait pas l'Iran. Et évidemment, si c'était un pipeline qui venait de pays orientaux, mais branchés américains, avec la mainmise derrière de Washington, eh bien évidemment, ils avaient la mainmise dessus. Donc, en fait, toutes ces histoires de guerre, avec aussi bien des civils que des militaires qui croient battre pour leur pays, en fait, c'est qu'une histoire de découpage du monde par des leaders, quoi. C'est assez incroyable. Et c'est donc pas une question tellement d'argent, mais on a plutôt l'impression d'un truc médiéval et féodal. Il me semble ce que disait John Coleman du MI6, qui expliquait qu'en fait le but du nouvel ordre mondial était de revenir d'une certaine manière à un ordre féodal où il y aurait des seigneurs de régions et les régions seront découpées en fonction de chacun, quoi. Donc difficile de se projeter aussi loin à l'avance, parce que moi je suis plus inquiet quand même de la technologie et du fait qu'on puisse perdre totalement le contrôle de la technologie que d'un découpage du monde. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai laissé de quoi mijoter, de quoi réfléchir. Ben voilà, je reviendrai plus tard. À bientôt. Ciao.